Bonjour à tous. Nous allons commencer sur les chapeaux de roue avec le professeur Tube. Donc, c'est vraiment avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui cet éminent historien sénégalais qui est finalement largement reconnu pour ses contributions significatives à la recherche historique et à l'enseignement universitaire. Donc, nous allons donc tout d'abord l'entendre. Il est président du comité scientifique du programme Apprendre et je vais laisser la place tout de suite au professeur. Donc, bonjour à tout le monde et merci au professeur Laurent Sauvé de nous accueillir dans ce séminaire et aux participants. Je voudrais exprimer très chaleureusement mes remerciements en espérant que je n'aurai pas de coupure de courant ni de rupture de connexion Internet parce que c'est un peu délicat de là où je suis. Alors, pour vous accueillir dans ce séminaire, je vais vous faire une rapide présentation de 15 à 20 minutes sur le programme Apprendre et voir ce qu'il est possible de faire ensemble dans ce cadre. Et comme on dit en Wolof, on n'applaudit pas avec une main. C'est pourquoi j'insiste sur le mot ensemble. Et comme on le dirait en bon français, il faut être deux pour danser le tango. Nous aurons donc quelques échanges, bien sûr, pour répondre à d'éventuelles questions ou échanger en tout cas avec vous. Comme je l'ai dit, nous serons ensemble. Le programme Apprendre est un programme de l'Agence universitaire de la francophonie. Il y a un conseil scientifique dont je suis le président. Et nous avons la directrice des projets avec l'équipe qui est basée à Paris, Madame Sabine Lopez. Et au niveau de l'équipe, vous avez deux coordinateurs, Johanna Gardrel et Jérôme Berthaud. Et en charge des projets, Sherazade Benalla et Nicolas Barbe. Et à la communication qui nous a aidé à mettre en place tous ces dispositifs, Sophie Dobosk. Et le responsable suivi évaluation, c'est M. Clément Faye, qui vient de nous rejoindre récemment. Donc, c'est l'équipe qui, à partir de Paris, s'occupe de tout ce qui nous permet, en tout cas, d'exister et de fonctionner. Si on peut passer à un autre diapo. Voilà, je voudrais vous indiquer en premier point les origines et l'identité du programme. Et en fait, vous indiquer comment le programme est né et quel est son contenu. Apprendre est issu d'un autre programme qui s'appelait Opéra, Observation des pratiques enseignantes en relation avec les apprentissages des élèves, qui a fait un diagnostic sur comment les enseignants enseignaient, comment les élèves apprenaient, et ensuite les chercheurs du programme Opéra en relation avec les universités africaines et françaises ont posé un diagnostic en vue de corriger dans la formation des enseignants, que ce soit la pratique de classe, le contenu des enseignements, les attitudes des différents acteurs, les évaluations et les remédiations suite aux difficultés qui seraient diagnostiquées. Et à l'issue de ce diagnostic, il s'est agi de développer une méthode pour corriger ce qui a été détecté dans la pratique comme insuffisance, comme pouvant être préjudiciable à l'apprentissage. C'est ainsi qu'est né Apprendre, qui a donc développé une méthodologie que nous jugeons novatrice
dans le cadre de la coopération internationale. Nous allons le voir tout à l'heure. Le programme est mis en œuvre par l'Agence universitaire de la francophonie et financé par l'Agence française de développement sur une période de 6 ans, démarrée en juin 2018 et qui est appelée à être clôturée en juin 2024. Donc, Apprendre, c'est un pourvoyeur d'expertise qui mobilise l'expertise francophone, qui met en réseau les acteurs qui ont en charge l'éducation dans les 26 pays francophones d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique qui participent au programme. Et il met en synergie les praticiens, les cadres éducatifs, les universitaires, les chercheurs. Et nous travaillons sur demande des pays participants. Le programme met en œuvre des appuis techniques destinés au ministère de l'Éducation de ces 26 pays, sous la forme de services, d'outils et d'expertise dans le domaine pédagogique, didactique et universitaire. Ce programme, donc, est basé sur des principes que nous allons examiner maintenant, les principes de base du programme. Ces principes, le premier d'entre eux, c'est la co-construction, qui constitue ce qu'on pourrait appeler l'ADN du programme Apprendre. Et le programme Apprendre ne vient pas avec des solutions clés en main qui ont montré toutes leurs limites dans la coopération internationale. Il ne s'agit pas de venir avec des solutions par en haut qu'on mettrait à la disposition des acteurs francophones de l'éducation. Il s'agit plutôt d'identifier avec tous les acteurs les manquements en rapport avec l'attente de ces acteurs dans le processus d'enseignement, qui concerne donc plusieurs acteurs situés à plusieurs niveaux. Chaque pays définit, dans le cadre d'un plan concerté, les actions d'appui qu'il juge prioritaires et utiles à la rectification des visions et des pratiques dans les processus d'enseignement-apprentissage. Et tout cela est fait de la façon la plus inclusive possible. Comme je l'ai dit, la co-construction, c'est vraiment l'ADN du programme Apprendre. Le deuxième principe, c'est la collaboration qui découle du premier principe qui est la co-construction, parce qu'une fois identifiées les difficultés qui sont à résoudre, le programme propose à l'appui une expertise francophone efficace et efficiente pour accompagner les acteurs, parce qu'on le sait, dans le monde francophone, nous disposons d'énormément d'experts en éducation à tous les niveaux. Ainsi, nous accompagnons les acteurs afin qu'ils s'approprient les méthodes et outils utiles à la résolution des problèmes qui ont été diagnostiqués antérieurement. Troisième principe sur lequel nous fonctionnons, c'est la formation à la recherche par la recherche. Périodiquement, les sujets problématiques font l'objet de colloques de partage à destination des communautés de chercheurs et de praticiens pour découvrir comment se sont posés les problèmes, comment la recherche les a identifiés et a cherché à les solutionner. L'une des innovations majeures apportées consistait donc à appuyer les pays à organiser des états généraux de la recherche en éducation, souvent parents pauvres de la recherche universitaire, afin de faire dialoguer et collaborer les chercheurs nationaux, les acteurs du réseau éducatif en vue d'éclairer davantage les pratiques de la classe par les résultats de la recherche. Il s'agit donc de connecter la recherche à la pratique de classe, à la pratique de pilotage des systèmes éducatifs pour que la recherche ne soit pas suspendue au ciel, laissant les acteurs qui sont sur le terrain à terre. C'est de ça qu'il s'agit dans cette recherche, à la formation à la recherche. Quatrième principe, apprendre, c'est l'appui à la recherche par la recherche.
si des pays éprouvent des difficultés pour détecter et cerner des problèmes de leur propre système d'enseignement, c'est parce que la recherche sur l'enseignement, sur les pratiques éducatives, constitue un domaine où on note de sérieuses faiblesses très souvent. Et pour aider à surmonter ces faiblesses, Apprendre définit avec les universitaires des thématiques de recherche à explorer en équipe mixte. Et nous insistons beaucoup sur ces équipes mixtes parce qu'il ne s'agit pas de laisser les chercheurs mener leur recherche d'un côté et les acteurs, les administrateurs de l'éducation et les praticiens de l'éducation subissant ou ignorant les résultats de ces recherches. C'est pourquoi la recherche appuyée par Apprendre s'appuie toujours sur des équipes mixtes dans les pays, donc regroupant chercheurs, administrateurs et praticiens de la classe clé en main, comme on dit. Cinquième, apprendre, c'est aussi le partage. Parce qu'une fois la recherche conduite à son terme, les acteurs sont tenus de partager les résultats aussi bien avec les responsables qu'avec les acteurs de l'éducation de leur pays d'abord. La recherche ne vise pas ici à juste promouvoir la carrière des chercheurs, mais à les rendre utiles au système éducatif. Ensuite, ces résultats sont diffusés au sein de la communauté scientifique internationale à travers des publications d'articles et d'ouvrages. Voilà un peu le système de partage qui est un principe extrêmement important pour le programme Apprendre. Sixième principe, c'est qu'apprendre, ce sont des équipes spécialisées au service de thématiques précises. Donc, Apprendre a dans son organigramme des groupes de travail spécialisés, les GTS, dans la plupart des domaines de compétences dont ont besoin les systèmes éducatifs. Ce sont ces groupes de travail qui travaillent sur des thématiques qui constituent une force permanente de formateurs expérimentés au service de toutes les équipes de tous les pays dans tous les domaines concernant l'enseignement-apprentissage, mais qui restent ouverts, pour ainsi dire, au monde entier, au-delà des limites de la francophonie. Septième et dernier principe, pas des moindres, apprendre, c'est une démarche qualité. Apprendre est pensé, suivi, accompagné, soutenu, évalué par une équipe de chercheurs du Sud et du Nord. Cette équipe, qui est le conseil scientifique, réfléchit à toutes les questions de manière collégiale, propose des orientations à la coordination du programme, dont je vous ai présenté les deux coordinateurs au départ, qui de ce fait préserve le programme de toute tentation de pratique bureaucratique. Et vous comprendrez bien le bonheur et l'honneur que j'ai d'être le président du conseil scientifique. Nous allons dire un mot sur les objectifs du programme. Quels sont les objectifs donc du programme? Ces objectifs se déclinent sur 4 points. Accompagner, c'est-à-dire appuyer les ministères de l'Éducation dans la conception et la mise en œuvre de stratégies et de démarches professionnelles des enseignants en poste, clé en main. Et cet accompagnement est adossé sur une analyse des besoins et des pratiques professionnelles réelles sans créer de dispositifs supplémentaires au niveau des pays. Il s'agit également de renforcer les capacités en ingénierie de formation des directions et institutions nationales en charge de la formation initiale et continue des personnels enseignants. Il s'agit aussi d'accompagner la transformation de la culture professionnelle de la supervision pédagogique, culture de l'accompagnement plutôt que de l'évaluation-sanction, évolution vers des évaluations de performance d'établissement et le pilotage de la formation des enseignants. Vous le voyez, le mot qui revient très souvent, ou les mots qui reviennent très souvent, c'est accompagner et renforcer les compétences.
comme on nous l'a signalé dans une de nos rencontres, accompagner, c'est partager le pain ensemble. Donc, c'est également, ce sont là les 4 éléments, disons, l'ossature des objectifs du programme. Maintenant, la démarche que nous suivons pour opérationnaliser notre vision et atteindre les objectifs. Nous l'avons donc développé en 4 modes opératoires. Il s'agit de missions d'expertise nationale et internationale qui portent sur des diagnostics, audits, conseils, ingénierie, et ce, sur la demande des ministères en charge de l'éducation. Notre démarche également se décline en ateliers de formation nationaux, observation et analyse des pratiques enseignantes, production et validation de fiches pédagogiques et supports didactiques, capitalisation des bonnes pratiques en faveur des cadres du système éducatif et des formateurs d'enseignants. Il s'agit également de projets de recherche en éducation avec un appui à la structuration de la recherche, qui est une recherche vraiment opérationnelle et qui met en connexion les responsables de l'éducation, les acteurs sur le terrain et les chercheurs. 4e modalité opérationnelle, ce sont des activités transversales et des événements scientifiques nationaux et internationaux de partage d'expériences et de valorisation. Organisation de journées nationales de la recherche et de l'innovation en éducation, de pratiques, de conférences, de consensus, également de séminaires thématiques annuels de recherche en éducation et l'animation d'un portail de valorisation des ressources. Je n'ai pas épuisé la liste sur ce point-là. Les résultats auxquels nous parvenons, que nous obtenons, bien sûr, dans le cadre de cette présentation préliminaire, on ne pourra pas décliner l'ensemble des résultats obtenus pendant ces années de travail. Ils sont immenses, mais j'en signalerai juste la formulation et la mise en œuvre des plans d'action des pays, le lancement d'appels à projets dont certains qui ont été sélectionnés ont conduit à terme et restitué en public, et avec une connexion à l'international. D'autres également, d'autres projets sont en cours et connaîtront sous peu leur épilogue et leur restitution. Nous avons mis en place un puissant réseau d'experts qui s'est constitué et est mis au service des pays adhérents. L'organisation de nombreuses rencontres scientifiques de formation, de restitution de résultats de recherche, dont celle qui nous réunit aujourd'hui. Production et mise à disposition des acteurs des systèmes éducatifs de nombreuses ressources pédagogiques, didactiques et universitaires à travers la plateforme numérique du programme que je vous invite à visiter sur le site du programme Apprendre. Vous y trouverez de quoi nourrir la recherche, la réflexion et la remédiation à certains problèmes qui se posent aussi bien à la recherche qu'à la pratique et au pilotage des systèmes éducatifs. Et pour conclure cette brève présentation qui n'épuise bien sûr aucun des aspects du programme Apprendre, la démarche d'apprendre, elle est innovante et unique, compte tenu de son ADN que je vous ai déjà signalé. Les activités conduites, l'expertise mobilisée en ont fait un programme, un outil approprié pour soutenir les systèmes éducatifs des pays membres qui partagent une commune ambition pour la langue française et le plurilinguisme. Je voudrais vous remercier de votre très aimable attention avant de remettre la parole au professeur Sauvé pour poursuivre cette activité de partage qui va nous réunir pendant quelques jours encore.
Merci beaucoup et je reste à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions, accompagné par l'équipe de coordination d'apprendre et les membres du conseil scientifique présents à ce séminaire que je salue au passage. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, professeur Tube, pour cette présentation très claire du programme Apprendre. Vis-à-vis des questions, je pense que cela a été très clair. On a quand même une question. Pourquoi avoir choisi le Liban et Haïti? Oui, le programme, comme vous le voyez, mobilise beaucoup de pays africains, mais c'est un programme qui est ouvert à l'ensemble des pays membres de l'Agence universitaire de la francophonie. Et Haïti et le Liban sont aussi des pays membres de l'Agence universitaire de la francophonie et qui sont confrontés, comme vous le savez, à partir de l'actualité, à des difficultés et liées à l'éducation. Et malgré ces situations parfois difficiles, le programme Apprendre a tenu à les associer à nos activités de façon totale et entière, exactement comme tous les autres pays d'Afrique qui sont présents dans le programme. Donc, il n'y a rien vraiment de spécial à cela. Ce sont des pays francophones et nous travaillons avec eux. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être une deuxième question qui provient du chat. Relation entre apprendre et le passé. Il faudrait peut-être voir au niveau du partenariat, je n'ai pas insisté là-dessus, tous les programmes francophones qui sont concernés par l'éducation, à l'appui au système éducatif africain, au niveau de la francophonie et même au-delà, nous entretenons des relations de partenariat avec eux, même si notre partenariat est beaucoup plus disons, la colonne vertébrale est tenue par l'Agence française de développement. Nous restons ouverts à tous ces programmes qui concernent l'éducation et principalement au niveau francophone. Peut-être que la coordination pourrait dire un mot beaucoup plus large là-dessus. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces réponses. Nous allons donc laisser maintenant la place à Laurent Sauvé. Donc, à savoir que Laurent Sauvé est maître de conférences en psychologie différentielle au laboratoire de psychologie et d'ergonomie appliquée, donc affilié à l'université Paris-Cité ainsi qu'à l'université Gustave Eiffel. Et il nous fera du coup aujourd'hui une présentation sur la façon d'accompagner la communauté scientifique, ainsi qu'une présentation du cycle de formation en ligne. Alors effectivement, donc dans la continuité de cette présentation, donc on va aller un peu plus on va un peu plus se centrer sur la démarche qu'on a engagée maintenant depuis plusieurs mois, où on vous a sollicité, ce qui vous a amené très certainement à vous inscrire à ce séminaire de positionnement. Donc tout d'abord, dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, effectivement, on peut voir que de nombreuses initiatives ont été mises en place dans le cadre du programme Apprendre. Donc cela passe par des appels à projets de recherche-action, l'accompagnement et le suivi par un conseil scientifique présidé par le professeur Tube, l'organisation d'événements dédiés à la recherche et à l'innovation en éducation à l'échelle nationale, régionale ou même parfois internationale, la constitution d'une base de données recensant actuellement plus de 1800 thèses qui ont été soutenues et qui portent sur le domaine de l'éducation. Alors donc c'est justement sur ce dernier axe que je vais débuter mes propos. Donc tout d'abord, sur cette démarche de constitution d'une base de cette base de données, pour revenir sur les éléments de contexte, donc il y avait ces enjeux donc lorsqu'on a été amené à travailler sur la constitution de la base de données, il y avait cette réflexion autour de la promotion du libre accès dans les productions scientifiques.
Donc, d'une manière générale, on considère que les productions en libre accès se présentent sous la forme de documents numériques accessibles gratuitement au plus grand nombre, qu'il s'agisse d'articles, de mémoires, de thèses, voire même d'ouvrages complets. Et il y a généralement deux grandes directions possibles dans le libre accès. Donc, il y a ce qu'on appelle la Gold Road, qui correspond en fait à des publications dans des revues en libre accès. Donc, vous en connaissez très certainement un certain nombre de ces revues qui peuvent être accessibles parfois sur des sites qui regroupent ce type de revues. Et puis, il y a également la Green Road qui correspond en fait à l'autopublication sur des archives personnelles. On peut penser notamment au compte ResearchGate. On peut aussi penser à des pages Internet de son laboratoire, mais il y a aussi des répertoires dédiés. On peut penser notamment à des sites comme HAL qui proposent ce genre de référencement. Alors, il y a aujourd'hui de nombreuses ressources qui sont disponibles dans le contexte africain. On peut citer notamment le réseau Education Sub-Saharan Africa, donc le SSA, l'African Journals Online. euh, et il y a aussi le portail HAL Francophonie Afrique et Océan Indien, donc qui est géré par l'AUF et d'autres partenaires. Alors, quelques données sur l'impact des publications scientifiques en accès libre. Il y a plusieurs articles qui sont généralement conduits dans le domaine des sciences de l'information et de la communication qui nous permet justement de cibler, enfin de mieux identifier quel est l'impact de ce type de pratique. Et globalement, sur une étude conduite sur la période de 2009 à 2015 sur 300 000 articles, ce que les auteurs ont pu constater dans une étude enfin, publiée en 2018, c'est qu'on avait en général 18% de citations en plus pour les articles en libre accès. De même que à l'échelle du continent africain, donc à l'Université du Nord-Ouest en Afrique du Sud, les auteurs ont pu constater que suite à l'ouverture d'un dépôt institutionnel, 41% des thèses publiées faisaient l'objet au moins d'une citation. Donc c'est plutôt encourageant. Je crois que le chiffre exact, c'était une moyenne de 1,5 publications par thèse suite à l'ouverture de ce dépôt institutionnel en libre accès, ce qui montre aussi que mettre à disposition les thèses sur des dépôts institutionnels contribue à les rendre accessibles. Alors justement, sur ces thèses, en fait, il y a cette jolie citation de Peter Suber en 2012 qui en parlait de cette façon. Donc, les mémoires et les thèses sont les éléments les plus utiles parmi les réalisations scientifiques invisibles et les plus invisibles parmi les réalisations scientifiques utiles. Donc, il soulignait ce paradoxe dans le fait qu'un certain nombre de thèses, justement, recèlent un trésor de connaissances et que ces connaissances sont parfois assez peu mises en avant. Alors, quelques données sur l'usage des thèses en Afrique francophone. Donc, selon une estimation datant de 2004, par Kane, on a environ 4000 thèses soutenues en langue française chaque année. Alors depuis 2004, on peut considérer que ce chiffre a considérablement augmenté, même si paradoxalement, on peut aussi imaginer que certains pays où on va retrouver des publications en langue française peuvent cohabiter aussi avec des publications dans d'autres langues. Donc il y a un certain nombre de pays qui peuvent autoriser à utiliser l'anglais, par exemple, comme langue scientifique de référence. Alors, on trouve quelques études plus spécifiques. Donc, par exemple, en République démocratique du Congo, ils se sont intéressés, enfin, un chercheur s'est intéressé à la manière dont les enseignants-chercheurs s'appropriaient les références bibliographiques. Et ils ont pu constater que seulement 1% des enseignants-chercheurs s'appuient principalement sur des thèses et des mémoires pour réaliser leurs recherches, tandis qu'ils sont 72 à utiliser des articles scientifiques comme éléments de référence. Alors bien entendu, enfin, les articles scientifiques restent des éléments de premier plan et donc ce sont des résultats plutôt rassurants. Mais néanmoins, ce que les auteurs constatent, c'est qu'il y a quand même une sous-utilisation des thèses comme élément de référence pour conduire leurs recherches et comme point d'appui pour réaliser leurs études, la constitution d'une introduction théorique, par exemple. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi différentes études, différents rapports qui ont été menés, notamment ces dernières années, qui permet aussi d'offrir un panorama des thèses qui sont publiées. Alors, ces thèses, elles peuvent être soit liées à un pays. On peut penser notamment à la publication de Hazo et Goingby en 2018, qui porte plus spécifiquement sur la question de l'éducation et l'orientation et l'emploi en Côte d'Ivoire. On a aussi la publication de Bonini et collaborateurs en 2015 qui là porte plus spécifiquement sur la question de l'éducation dans un certain nombre de pays dits pays du Sud.
Et on retrouve parfois d'autres recensions plus à l'échelle d'une discipline. Par exemple, sur les deux dernières citations, sur la citation de Kant en 2011, on est ici plutôt sur des publications qui concernent le milieu médical. Donc, de mémoire, il s'agit ici d'une recension de toutes les thèses qui portent sur le domaine médical à l'échelle d'une institution. Alors, donc, dans le cadre du programme Apprendre, plusieurs collègues avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer, donc nous sommes associés justement pour essayer donc de constituer une recension des thèses. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, l'objectif défini dans le cadre du programme Apprendre, c'était donc de faire une recension à l'échelle de 25 pays, qui comprend donc les pays d'Afrique francophone, Haïti et le Liban. Il s'agissait de créer une base de données qui recense toutes les thèses francophones accessibles en ligne. Et ces thèses étaient choisies sur le principe donc d'être centrées sur l'éducation en milieu scolaire, en ciblant plus particulièrement les niveaux primaires, secondaires, périscolaires et informels, donc ce qui excluait le milieu universitaire. Peut-être la particularité ici, un des éléments qui va être important, c'est la question de l'accessibilité en ligne. Et quand on prend du recul sur ce que l'on a pu faire en 2019-2020 et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que par exemple, à cette époque, certaines thèses étaient accessibles et ne le sont plus forcément aujourd'hui, puisqu'il y a parfois des répertoires de thèses qui sont ouverts et d'autres qui se ferment, et réciproquement, ce qui fait qu'il y a peut-être des tests que nous n'avions pas identifiés à ce moment-là et qui aujourd'hui sont accessibles alors qu'elles ne l'étaient pas au moment où on a consulté tel ou tel répertoire. Et donc le contexte de réalisation, c'était une association de deux équipes de recherche, donc mon équipe de recherche à l'université Paris-Cité et l'université de Lomé au Togo. Et l'approche qu'on a choisie, c'est une approche inspirée donc du modèle Prisma qui consiste à réaliser une sélection systématique des références bibliographiques et de s'assurer d'une certaine forme de traçabilité de l'information. Ce qui fait que dans la manière de sélectionner les thèses, on a tout un process de prise de décision qui a été suivi, documenté et qui est aujourd'hui consultable dans les rapports qui sont disponibles sur le site du programme Apprendre. Alors, cette revue systématique, donc, elle porte sur la période de 2000 à 2018. Alors, en quelques chiffres, on a au total exploré 132 bases de données. Donc, ça fait un panorama assez considérable. Euh, et donc, on a pu aussi voir la diversité de ces bases de données dans la manière d'accéder à l'information, ce qu'ils proposaient. Au total, il y a deux collègues qui ont lu 150 000 titres. Donc, c'était le titre de thèse qui servait d'élément de référence à la première lecture. Et il s'agissait de savoir est-ce que ce titre était pertinent par rapport à nos critères d'inclusion ou non. À l'issue de plusieurs étapes qui ont consisté d'abord à lire le titre, puis à explorer le résumé, on a pu aboutir à une sélection de 1677 thèses, euh, donc qui couvraient un total de 25 pays cibles et qui étaient publiés ou soutenus dans 30 pays sources au total. Donc, parmi les 5 pays de différence, enfin, comme on peut le voir ici, effectivement, parmi les 30 pays sources, on incluait également la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Canada. Et donc, l'intégralité de cette base de données, tous les rapports qui ont été publiés sont accessibles sur le lien qui s'affiche tout en bas de la diapositive. Et donc, pour rappeler ce qu'on a dit précédemment dans le forum de discussion, bien entendu, tout le diaporama qui s'affiche ici sera mis à votre disposition et de ce fait, vous pourrez assez facilement accéder à ces liens et aux rapports qui sont associés. Alors, de cette revue systématique de la littérature, on a extrait tout un ensemble d'informations, d'éléments statistiques auxquels il serait possible de se référer, ce qui permet d'avoir un détail, un certain niveau de détail sur toutes ces publications qui peuvent exister. Alors, à la suite de cette recension, il y a de nouvelles contributions dans cette base de données. Donc, tout d'abord, on peut noter une réactualisation qui a porté plus spécifiquement sur la période de 2019 à 2020. Ça nous a permis d'ajouter 160 nouvelles références. Alors, pour resituer, 2019-2020, c'était aussi des années marquées par la crise sanitaire. Et donc, en comparaison à ce qu'on a pu observer en termes de publications scientifiques avant cette période-là, on a pu observer un léger déclin
qu'on pourrait attribuer soit à des soutenances qui ont été retardées, soit à des référencements qui n'avaient pas encore eu lieu au moment où on a réalisé cette actualisation. Donc, de la même manière, on a pu aussi rédiger des rapports détaillés pour chacun des 25 pays cibles et également des rapports détaillés pour les 6 régions. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous souhaitez disposer d'un panorama de l'ensemble des thèses qui ont été publiées et qui donc portent sur la recherche en éducation dans l'un de ces 25 pays, vous pouvez à ce moment-là télécharger le rapport du pays correspondant et avoir donc tout le niveau de détail, donc c'est-à-dire l'ensemble de ces thèses qui sont listées, puis quelques éléments d'analyse. Alors, il y a eu d'autres contributions qui n'ont pas été réalisées directement par notre équipe de recherche à l'Université Paris-Cité, mais on peut noter notamment l'ajout de thèses portant sur les technologies de l'information et de la communication en éducation et l'indexation de nouvelles thèses sur la base de demandes spontanées. Donc, de même que sur ces derniers mois, j'ai pu recevoir aussi plusieurs sollicitations de la part de plusieurs personnes qui ont soutenu leur thèse, qui portent donc sur l'éducation dans l'un de ces pays cibles. Et ça aussi, ce sont des éléments que l'on va prendre en compte pour mettre à jour cette base de données. Ce qui fait qu'on fait en sorte que cette base de données soit la plus complète possible, même si c'est un enjeu assez important. Donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des initiatives à étendre et à consolider. Donc, c'est comment arriver à pérenniser des ressources numériques. Donc, comme je l'ai dit auparavant, on peut constater que certaines bases de données qui étaient accessibles auparavant ne le sont pas, ne le sont plus actuellement. Par exemple, lorsqu'on avait rédigé, enfin, lorsqu'on avait fait ce travail de revue systématique des thèses, on avait accès à une base de données très riche au niveau de la bibliothèque virtuelle de Côte d'Ivoire. Et en fait, pour avoir essayé de reconsulter les mêmes liens dans cette bibliothèque, je n'ai pas réussi à retrouver les liens que l'on avait pu identifier. Donc, ça, c'est un aspect important, c'est de fait comment arriver à pérenniser ces ressources numériques avec parfois des répertoires qui peuvent être disponibles à un certain moment et ne plus l'être par la suite. Et également, quand on veut faire ce travail de revue systématique, on a le souci de l'exhaustivité. Comment arriver à recenser l'intégralité des thèses qui portent sur l'éducation en Afrique francophone, en Haïti et au Liban. Donc, on a conscience qu'il peut y avoir des thèses qui sont absentes, qui peuvent être absentes pour différentes raisons, notamment sur la base des procédures de sélection que l'on a appliquées, mais aussi parfois par l'inaccessibilité de la référence au moment où on a voulu la consulter. Et ensuite, s'appuyer aussi sur les bonnes pratiques, en fait, identifier des universités ou même des pays qui essayent de mettre en place des process de conservation de l'ensemble de ces thèses pour pouvoir aussi nourrir ces réflexions sur la manière de concevoir ses propres outils de référencement. Alors, de cette base de données, on s'est interrogé sur quels sont les impacts potentiels de cette base. Tout d'abord, on a considéré que cette base de données pourrait permettre d'accroître la visibilité et la valorisation des expertises et des experts. Parce que quand on prend de la distance sur cette base de données, on se dit aussi que près de 2000 thèses recensées, c'est aussi 2000 personnes qui ont une expertise, qui ont des connaissances dans le milieu de l'éducation et de ce fait, comment est-ce qu'on peut valoriser leur savoir-faire, valoriser leurs connaissances, valoriser les logiques partenariales dans lesquelles se sont inscrites leurs recherches. Également contribuer à la démocratisation de l'accès à la connaissance, considérant que ces thèses peuvent contenir des informations très précieuses pour alimenter de nouvelles recherches ou même pour alimenter des politiques éducatives. C'est comment ces thèses sont rendues le plus accessible au plus grand nombre. Et enfin, ces 2000 thèses, elles peuvent aussi faciliter l'étude, l'évolution et le dynamisme de la production scientifique. Alors, ça pourrait correspondre à des champs qu'on pourrait appeler des champs d'analyse bibliométrique. On pourrait s'intéresser par exemple, de se dire comment est-ce que des thèses portant sur les technologies de l'information et de la communication appliquée en éducation ont évolué au cours de ces dernières années? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce que les méthodes de recherche ont évolué? Donc, cette base de données peut être aussi utilisée à cette fin. Alors, c'est surtout sur cet axe, accroître la visibilité, la valorisation des expertises et des experts, que du coup, on a été amené à faire un travail complémentaire
Et donc, deux grandes perspectives se sont développées. Donc, tout d'abord, cette volonté donc, de mettre en place un cycle de formation à destination de la communauté scientifique et également une enquête sur le devenir des doctorants et docteurs, donc les docteurs qui seraient référencés sur cette base de données, mais également des doctorants qui seraient actuellement engagés dans des recherches susceptibles d'être valorisées dans cette base de données. Alors, tout d'abord, je vais commencer par évoquer ce cycle de formation. Alors, dans cette logique, dans ce pilier central du programme Apprendre, qui est celle de la co-construction, de la collaboration, pour nous, il semblait important, lorsqu'on veut concevoir un cycle de formation en ligne, de partir des besoins en formation. Donc, pour ce faire, on a envisagé de lancer une enquête sur les besoins en formation à destination de la communauté scientifique dont le champ d'études porte sur l'éducation en Afrique francophone, en Haïti et au Liban. Donc, ça nous a amené à diffuser cette enquête entre juin et juillet 2023. En termes de prise de contact, j'ai été amené à envoyer des emails à 743 personnes, 378 établissements membres de l'AUF et 24 réseaux de recherche. Donc, si vous êtes aujourd'hui présent à ce séminaire de positionnement, vous avez très possiblement reçu un email de ma part à un moment donné pour peut-être participer à cette enquête. Et à ce titre, je vous en remercie vivement. Également, comme autre modalité de diffusion, il y a une diffusion de l'annonce sur le site du programme Apprendre et sur les réseaux sociaux. Alors initialement, cette enquête, on l'avait conçue de telle sorte à cibler principalement des personnes titulaires d'un doctorat ou des personnes engagées dans un doctorat. Mais finalement, on a été amené à élargir nos critères par rapport à la diversité des réponses que l'on a pu observer. Ainsi, donc, dans nos analyses, on va distinguer les personnes titulaires d'un doctorat, les personnes engagées dans un doctorat, et enfin, les personnes qui sont ni titulaires d'un doctorat, ni engagées dans un doctorat. Donc, parmi ces personnes, dans ce troisième profil, on peut retrouver notamment des étudiants qui seraient en licence ou en master. On peut aussi retrouver des enseignants, des personnels de direction dans l'éducation nationale. Bref, on a une diversité de profils ici qui s'incarnent dans ce troisième profil. Donc au total, on a eu 238 réponses exploitables. Donc c'est un échantillon qui est assez correct pour pouvoir euh, se faire une idée justement de ces besoins en formation. Alors quelques éléments plus précis sur l'échantillon. Donc au total, on a 164 hommes et 70 femmes qui composent cet échantillon, avec un âge compris entre 23 et 63 ans. Il y a 29 pays différents qui sont représentés dans cet échantillon, où les plus représentés sont le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la France. Donc il y a un certain nombre de pays qui sont parfois représentés que par une seule personne, mais ça reste assez rare. Et donc en termes de profil, on va avoir 40,3% des personnes qui sont titulaires d'un doctorat. Donc, c'était initialement le public principalement visé dans cette enquête des besoins en formation. On a, on a plus de 29% des personnes qui sont engagées dans un doctorat et enfin, environ 30% des personnes qui sont ni titulaires d'un doctorat ni engagées dans un doctorat. Alors, pour ces besoins en formation, on avait élaboré une liste de 30 compétences transversales et spécifiques à la recherche en éducation. Donc, on s'est appuyé sur un certain nombre de référentiels. C'est également appuyé sur les différentes actions qui avaient été mises en place à travers le programme Apprendre. Et ces 30 compétences transversales et spécifiques à la recherche en éducation, elles ont été évaluées à l'intersection de deux consignes distinctes. Tout d'abord, la mobilisation de chaque compétence dans son activité. Donc, à quel point est-ce que je mobilise fréquemment cette compétence dans mon activité? Et enfin, la perception d'un besoin de se former pour chaque compétence. Alors, les principaux résultats sont les suivants. Tout d'abord, on a constaté que ce n'est pas parce que on mobilise fréquemment cette compétence qu'on va vouloir se former ou ne pas se former dans ce besoin ou dans cette compétence, ce qui veut dire qu'ici, on a bien deux indicateurs différents. Donc, on peut très bien mobiliser très fréquemment une compétence et avoir besoin de se former dans cette compétence. Et réciproquement, on peut très bien avoir une compétence qu'on mobilise assez peu au quotidien et pour autant indiquer un besoin de vouloir s'y former. Alors, ces besoins sur les 30 compétences restent très élevés, ce qui veut dire qu'on a parfois du mal à faire la différence entre un besoin et un autre.
vis-à-vis de statistiques qui sont souvent très proches de 100%. C'est-à-dire beaucoup de personnes, enfin une très grande majorité des personnes à chaque fois ont répondu oui que c'était un besoin important dans leurs activités. Alors, lorsqu'on examine les résultats par profil, on peut voir que les besoins sont encore plus prononcés pour les personnes actuellement engagées dans un doctorat et les personnes qui sont ni titulaires d'un doctorat, ni actuellement engagées dans un doctorat. Donc, à l'inverse, les personnes qui sont docteurs ont des besoins moins élevés dans les résultats que l'on retrouve dans cette enquête. Alors, donc on a quand même essayé de regrouper ces besoins et ça nous a amené à former 4 grandes catégories. Donc, une catégorie de besoins concerne davantage l'utilisation, la constitution et la valorisation de bases de données. Une deuxième catégorie, c'est celle des réponses à des appels à projets avec des résultats très élevés, l'entrepreneuriat scientifique et enfin les dialogues et les réseaux de recherche. Donc ici, derrière l'idée de dialogue, en fait, c'est tout ce qui va être dialogue avec les institutions, avec les établissements scolaires, avec les personnes qui définissent les politiques éducatives. Et les réseaux de recherche, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui peut correspondre à des éléments comme des communautés de pratique, des communautés scientifiques qui se réunissent et qui travaillent ensemble. Alors, on va revenir sur ces besoins et voir comment on les a traduits dans la conception du cycle de formation juste après. Euh, alors, dans cette enquête des besoins en formation, il y avait aussi une interrogation sur les modalités pédagogiques. Donc, on s'était appuyé notamment sur l'expérience d'une formation en ligne que l'on avait pu mener au Cameroun avec avec la collaboration du professeur Nourou et le professeur Joseph Bonda, que je salue au passage et qui est présent actuellement qui est actuellement connecté à ce séminaire de positionnement. Et donc, dans les besoins les plus fréquemment cités, en fait, on retrouve les éléments suivants. Donc, il y a, comme on peut le voir, donc c'est classé du plus important au moins important sur la moyenne pondérée. Et donc là, on voit que ce qui va être très souvent cité, c'est l'attestation de formation, des formations illustrées par des exemples concrets, des formations adaptées au champ disciplinaire des personnes, la gratuité de la formation, la mise à disposition de ressources documentaires et enfin la mise à disposition d'outils et de documents opérationnels. Donc, dans cette enquête, on avait pu percevoir notamment qu'il y avait un moindre attrait pour les rencontres synchrones, avec une plus grande préférence pour des échanges asynchrones. Et très souvent, c'était lié notamment à des enjeux de connexion à Internet ou même de quantité de données que ça pouvait représenter que de se connecter de manière prolongée sur Internet dans une séance, par exemple en visioconférence. Alors, ce sont des éléments qui sont très importants justement pour nous parce qu'on souhaite proposer une formation adaptée aux réalités des personnes qui sont destinatrices de ces formations. Et donc, on a essayé de les prendre en compte autant que possible. Alors, il y avait un deuxième volet, comme je l'ai évoqué, qui était l'enquête sur le parcours et le devenir des docteurs. Alors, cette enquête est actuellement toujours en cours. Elle cible principalement les docteurs qui sont recensés sur cette base de données du programme Apprendre, mais également toutes les personnes actuellement engagées dans un doctorat en lien avec l'éducation, et ce, quelle que soit la discipline, que l'on soit en psychologie, en sociologie, en sciences de l'éducation, en économie, etc. C'est vraiment cette idée de conduire des recherches en lien avec l'éducation qui va être un élément très important. Alors, dans cette étude, il y a plusieurs thèmes qui sont explorés. On va retrouver les motivations à s'engager dans une thèse, les conditions de réalisation de la thèse et enfin le devenir professionnel. Donc pour nous, c'est un défi assez conséquent de pouvoir mener ce type d'études. Tout d'abord parce que ce sont des études finalement assez peu fréquentes, tout au moins par rapport au public cible ici. Et c'est un enjeu important aussi de savoir finalement ces 2000, près de 2000 titulaires d'une thèse en lien avec l'éducation, que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils ont pu remobiliser leur expertise dans des projets professionnels qui sont en adéquation avec cette expertise ou au contraire, est-ce qu'ils ont pris un horizon totalement différent? Et avec ce souci de se dire qu'effectivement, une personne qui va passer plusieurs années
à se former à haut niveau pour obtenir un doctorat, c'est très important justement de se dire bah, qu'est-ce que devient cette personne, comment revaloriser son expertise, comment mettre son expertise à contribution pour faire avancer les politiques éducatives, pour faire avancer les pratiques en destination des élèves. Donc, c'est une enquête actuellement toujours en cours, donc, qui va se prolonger jusqu'en octobre 2023. Actuellement, on a déjà 103 réponses. C'est plutôt encourageant et on remercie toutes les personnes qui y ont déjà participé. Et bien sûr, on espère accroître la taille de l'échantillon pour pouvoir justement amener des éléments sur leur parcours et leur devenir. Alors, pour terminer cette partie du séminaire de positionnement, donc, pour l'accès aux résultats, donc, il y a des rapports enfin, ces 2 enquêtes feront l'objet d'un rapport détaillé. Pour l'enquête sur les besoins en formation, je suis actuellement en train de la rédiger et je prévois de la terminer au cours du mois d'octobre. De la même manière, l'enquête sur le parcours et le devenir des doctorants et des docteurs fera aussi l'objet d'un rapport détaillé qui sera aussi mis à disposition. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur le lien, enfin, pardon, si vous êtes déjà inscrit sur ce lien pour participer au séminaire de positionnement et que vous avez coché oui à la question de vous souhaitez recevoir les enquêtes, a priori, vous allez les recevoir. Il n'y a pas besoin de vous réinscrire à nouveau. Par contre, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous inscrire, ça vous intéresse. De la même manière, ces 2 enquêtes seront mises en ligne sur le site du programme Apprendre aux dates indiquées. Et puis, pour celles et ceux qui seraient intéressés, si vous souhaitez avoir directement accès à la base de données, c'est-à-dire le fichier Excel où il y a toutes les informations détaillées dans un format strictement anonyme, en fait, il sera aussi possible de la mettre à disposition, un peu dans cet esprit du libre accès, et notamment parce que ça peut être très utile si vous souhaitez vous-même, à un moment donné, concevoir des formations qui seraient adaptées à ce public. Et donc, n'hésitez pas d'une manière générale à vous abonner à l'infolettre du programme Apprendre en vous rendant sur le lien qui est tout en bas de la diapositive. Et quand vous vous connecterez sur le site internet, vous verrez que c'est tout en bas de la page internet où vous avez cette possibilité de renseigner votre adresse pour vous inscrire à cette liste de diffusion. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Et puis juste avant de passer à la partie suivante, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci beaucoup, Monsieur Sauvé. Alors, je pense que la présentation a été très claire, puisque pour le moment, pas de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le Q&A, soit dans le chat, si jamais vous en ressentez l'envie. Très bien, alors sans plus tarder, on va passer justement à la présentation du cycle de formation en ligne. Heu, donc un aperçu général de ce cycle de formation. Alors bien entendu, si vous avez d'autres questions d'ici là, sur ma présentation, n'hésitez surtout pas à les poser un peu plus tard. On a prévu aussi un temps d'échange à la fin de ce séminaire de positionnement pour répondre à toutes vos questions. Alors pour ce cycle de formation en ligne, donc il y a un objectif général qui est celui de renforcer et de promouvoir les compétences et les expertises de la communauté scientifique dont le champ d'études porte sur l'éducation en Afrique francophone, en Haïti et au Liban. Donc ça, c'est vraiment notre objectif général. Alors pour y parvenir, il y a plusieurs enjeux multiples à prendre en compte. Tout d'abord, cette communauté scientifique, elle se caractérise par une pluridisciplinarité. Cette pluridisciplinarité, elle est importante à promouvoir parce que finalement, derrière, cette question de l'éducation est très complexe et elle nécessite très souvent une réponse pluridisciplinaire pour arriver à mieux en saisir l'ensemble des enjeux. On est aussi sur des besoins qui sont parfois hétérogènes, au regard des champs épistémologiques et des contextes. Donc, c'est-à-dire que selon les contextes, la situation ne va pas se présenter de la même façon. Par exemple, dans certains contextes, peut-être qu'il y a des dialogues déjà très élevés entre la communauté scientifique et les acteurs des politiques éducatives, alors que dans d'autres contextes, au contraire, on peut avoir une communauté scientifique qui est assez peu en dialogue. De même, on peut avoir dans certains pays ou dans certains établissements des formations doctorales très soutenues qui sont centrées sur des compétences très, très précises qui sont visées tout au long du parcours doctoral, alors que dans d'autres contextes, on peut au contraire avoir une formation doctorale beaucoup moins structurante pour accompagner les besoins en formation des doctorants et des jeunes docteurs.
On a aussi des contrastes assez élevés dans les conditions d'accès à la formation continue et ressources numériques. Donc, c'est aussi un point important. C'est-à-dire que même dans la préparation de ce séminaire de positionnement, certaines personnes m'ont évoqué leurs difficultés à pouvoir se connecter à Internet, alors que d'autres, au contraire, ont indiqué qu'elles allaient s'organiser pour pouvoir se rendre à l'université où elles savent qu'elles peuvent bénéficier d'une connexion à Internet. Donc en fait, certaines personnes vont avoir une plus grande facilité à pouvoir se connecter à Internet, là où d'autres, au contraire, devront prendre des mesures adaptées. Donc ça, c'est un point important. Et de même que dans certains établissements, on peut avoir une politique de formation continue ou des accompagnements qui seraient proposés en direction des docteurs, des enseignants-chercheurs, alors que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres contextes. Donc ici, ces enjeux sont aussi des éléments finalement qui d'emblée doivent être intégrés dans la configuration de ces formations en ligne. Donc ce sont bien entendu des défis communs à relever ensemble, et ils sont à relever ensemble dans la mesure où pouvoir les évoquer, les indiquer, c'est aussi reconnaître qu'ils existent et essayer de trouver des moyens de dépasser un certain nombre de difficultés et proposer des choses qui répondent pleinement aux attentes. Alors, pour l'organisation de ces formations et les modalités pédagogiques que l'on propose, donc, comme vous l'avez déjà constaté, donc, il y aura quatre formations, quatre modules. Et ces quatre modules, on peut les voir comme des modules indépendants, avec la possibilité de s'inscrire à un module ou à plusieurs, sans aucune limitation de module. Et de même qu'il n'y a pas un nombre de places obligatoire. C'est-à-dire que finalement, toutes les personnes qui voudront s'inscrire à cette formation seront de fait inscrites. Alors, c'est un point de vigilance qu'il faut avoir, parce que dans la conception de ces formations, on identifiera bien entendu les prérequis qu'il est nécessaire d'avoir, mais on ne sera pas forcément en mesure de vérifier que la personne a les prérequis pour pouvoir s'engager et profiter pleinement de cette formation. Donc, c'est peut-être un point de vigilance au moment de formaliser cette inscription. Donc, l'inscription en formation sera gratuite, mais elle sera obligatoire. Donc, cette inscription, elle permettra de formaliser un suivi et de transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement des formations. Alors, en suivant les résultats de l'enquête des besoins, on a pu voir aussi qu'il y avait une préférence pour des formations de courte durée. Donc, chaque module va durer entre 6 et 8 heures, ce qui inclut aussi tout le temps de travail personnel. Donc, quand vous voyez entre 6 et 8 heures, il ne faut pas imaginer que ça va être 6 ou 8 heures connectées à un lien Zoom, mais au contraire, ça va être plutôt une alternance d'activités entre, à un moment donné, des vidéos qui pourront être présentées, des articles qui pourraient être lus, des documents qui seraient à explorer. Donc, ces formations se dérouleront principalement dans un format asynchrone. Donc, ça correspond aussi à une demande de fait que pour certaines personnes, la synchronicité, enfin une formation synchrone aurait imposé peut-être aussi d'avoir des horaires qui coïncident avec la disponibilité de la personne. Donc, par exemple, dans l'enquête, certaines personnes m'ont dit si c'est synchrone, il faudrait plutôt que ça se déroule en fin de journée, parce que en fin de journée, c'est là où j'ai fini mon travail et je peux à ce moment-là pleinement m'investir dans la formation. Pour d'autres, au contraire, cette formation synchrone aurait dû se passer plutôt en journée, parce que c'est le moment où la personne a accès à Internet assez facilement. Donc, on voit qu'effectivement, une formation synchrone aurait pu poser un certain nombre de limites. Donc, c'est ce format qui a été privilégié. Alors, comme on a aussi considéré que 6 ou 8 heures à regarder des vidéos pourrait être assez long. On a au contraire imaginé plutôt un scénario pédagogique constitué de plusieurs ressources, avec des vidéos courtes, des diaporamas enrichis, des articles, des illustrations, des renvois vers des sites internet. Donc, on a prévu comme ça plein de petites ressources qui permettent aussi voilà, d'alterner les formats et peut-être aussi de favoriser un plus grand engagement tout au long de sa formation. Et de la même manière, on veillera à limiter la taille des fichiers, c'est-à-dire que le volume global de l'ensemble des documents, on fera en sorte qu'il ne soit pas trop conséquent pour préserver les crédits des personnes qui seraient amenées à devoir payer des crédits de connexion pour pouvoir pour pouvoir télécharger l'ensemble des documents. Donc, par exemple, il y aura des vidéos, mais il y aura pas des vidéos trop lourdes, donc on fera attention là-dessus. Bien entendu, quelques temps synchrones seront proposés, donc on pourra aussi imaginer que pour certaines formations, il y aura des temps d'échange plutôt brefs,
qui pourrait s'organiser, qui pourrait peut-être permettre d'aborder des points critiques qui seraient très difficiles à transmettre uniquement par des vidéos, des diaporamas, uniquement par un format asynchrone. Et à la fin, chaque formation fera l'objet d'une évaluation sommative. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, il y aura très souvent des évaluations qui se présenteront sous la forme de quiz, ce qui vous permettra aussi d'avoir un retour sur vos apprentissages. Et bien entendu, une attestation sera délivrée avec la possibilité de faire mention des résultats obtenus à ces évaluations. Alors, il y a 4 modules complémentaires qui sont proposés. Donc, on est encore en train de définir un certain nombre de détails, c'est-à-dire que j'ai pu rencontrer toutes les personnes qui participeront à ces formations. Et donc, voilà, il y a encore quelques éléments à préciser. Mais donc, le programme envisagé est le suivant. Ça commencera début octobre. Donc, je crois que c'est le premier lundi du mois d'octobre. Oui, c'est le lundi de octobre, comme c'est indiqué ici. Donc, ça marquera le lancement donc, de la formation qui s'intitule Utilisation, constitution et valorisation de bases de données, donc qui sera présentée plus en détail juste après par le professeur Judicaël Aladatin qui est connecté, qui est parmi nous. Peut-être que je peux tout de suite lui laisser la parole pour qu'il détaille un peu plus le contenu de cette formation. Parfait. Ben, bonjour. Euh, alors, quelques petits détails sur cette première formation, sur l'utilisation, la constitution et la valorisation des bases de données en éducation. C'est que cette formation vise essentiellement 4 objectifs. Donc, les objectifs sont d'abord de comprendre les divers enjeux qui sont en lien avec la constitution, mais aussi le partage et l'utilisation d'une base de données, tout simplement. Ensuite, on va viser à voir comment concevoir, transformer donc toute la question de codification, de recodification, donc conception, transformation, mais aussi préparation et puis partage d'une base de données. Donc, notamment, on va parcourir les éléments essentiels à prendre en compte lorsqu'on souhaite mettre une base de données en open access, donc en libre accès. Ensuite, on va voir un peu comment est-ce qu'on peut solliciter et obtenir une base de données. Et une fois qu'on obtient une base de données qui n'est pas la sienne, quelles sont les dispositions qu'on doit prendre avant de continuer à l'utiliser. Et en fin de compte, le dernier objectif, c'est de voir un peu comment explorer une base de données pour en extraire des informations. Donc, toute la question des tri à plat. Je précise on va s'arrêter là, même si il y a probablement des besoins en termes d'analyse de données. On va rediriger les personnes qui seront formées vers des ressources plus précises en termes d'analyse plus poussée de données, tout simplement parce que l'analyse de données en tant que telle est toujours en lien avec vos sujets, donc les sujets que les personnes ont. Et donc, il y a tellement une diversité d'approches, de méthodes et d'outils que on a fait le choix de s'arrêter donc à toute la question des tri à plat euh, pour, dans cette formation-là. Donc, la formation va être sur 8 heures de temps. Le contenu, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en termes de modalité, on va structurer cette formation de façon à avoir 2 entrées. Donc, une entrée par tout ce qui concerne la conception et la transformation d'une base de données, et une seconde entrée par le biais de tout ce qui concerne la demande et l'accès à une base de données auprès d'une institution ou d'un autre chercheur. Donc, ça fait comme 2 entrées dans la formation qui sont au choix, et peu importe l'entrée, c'est que tout le monde reviendra à un chapitre essentiel sur une fois qu'on a la base de données, peu importe qu'on l'ait obtenue d'un autre chercheur ou d'une institution, ou qu'on l'ait conçue soi-même. euh, à partir de ce moment, comment est-ce qu'on l'explore pour y extraire des informations, et comment est-ce qu'on la prépare pour pouvoir la rediffuser, etc. Donc, la formation sera, pour finir,
Mon propos sera en asynchrone avec un certain nombre de diapositives dans l'ensemble des éléments que le prof Sauvé a cités tout à l'heure. Donc, il y aura des lectures, il y aura des vidéos pour illustrer un certain nombre de choses qui sont déjà dans les diapositives qui seront partagées dans cette formation. Et il y aura progressivement des évaluations formatives et à la fin, une évaluation qui donnera accès à l'attestation de formation. Voilà. Merci beaucoup, professeur Aladata. Alors, si on revient maintenant sur la formation suivante, donc le deuxième module de formation s'intitule Réponse à des appels à projets. Donc, ce module sera réalisé avec le docteur Kokou Atitsogbe, qui est actuellement chercheur à l'Université de Lausanne en Suisse. Et donc, je co-animerai avec lui cette formation. Alors, on a déjà défini que ce module ouvrirait le lundi 23 octobre. Alors, comme vous pouvez voir, les dates sont volontairement espacées, parce que même si vous avez le choix du module et que vous pouvez vous inscrire uniquement à un seul module, on a aussi pris en compte le fait qu'il y a peut-être des personnes qui voudront s'inscrire à l'intégralité des modules et qui, pour eux, ce serait beaucoup plus gérable d'avoir des modules répartis dans le temps. Alors, dans cette formation dédiée aux réponses aux appels à projets, en fait, on va aborder toute cette question de la posture face à ces appels à projets. En fait, où est-ce qu'on les trouve, comment on les décrypte, comment on formalise une réponse à un appel à projet, comment est-ce qu'on examine les implicites de ces appels à projets. Alors, on s'appuie ici sur des formations qu'on avait pu mettre en place il y a quelques années maintenant. On avait pu notamment proposer cette formation à l'occasion d'un colloque qui s'était déroulé en Côte d'Ivoire, il me semble, en 2016. Et donc ici, voilà, on va remobiliser ces éléments-là qu'on a déjà pu proposer dans le cadre d'une formation antérieure avec cette fois-ci une version numérique. Et donc avec cette volonté aussi de proposer des contenus ou des exemples voilà, qui parleront aux personnes qui seront inscrites à cette formation. Ce qui veut dire aussi qu'en fonction des profils des personnes inscrites, on affinera aussi certains éléments de la formation. Ensuite, le troisième module portera cette fois-ci sur l'entrepreneuriat scientifique. Donc, il est prévu à la mi-novembre 2023. Donc, pour l'instant, les noms de l'équipe formatrice sont encore à préciser, mais a priori, il s'agirait notamment de personnes qui sont fortement engagées dans l'entrepreneuriat scientifique au Sénégal et qui pourront partager leur expérience à la fois partager leur expérience d'accompagnement de chercheurs, de jeunes chercheurs à l'entrepreneuriat scientifique. Donc, il s'agira ici plus d'une sensibilisation à l'entrepreneuriat scientifique, à ses enjeux, à la manière dont ça peut aussi se décliner à l'échelle de son champ d'expertise. En fait, comment est-ce que son expertise peut devenir un élément moteur pour un projet entrepreneurial. Et puis, au début du mois de décembre, on terminera par une formation qui s'intitule Dialogue et réseau de recherche, qui sera animée par le docteur Mathias Kielem, qui est également connecté parmi nous à ce séminaire et qui peut vous présenter plus en détail les objectifs de cette formation. Oui. Merci à tous et bonjour. Alors, au niveau du dialogue et réseau de recherche, je vais juste faire une petite introduction et sur la pertinence et la plus-value de cette formation et puis donner une idée du contenu. Et je précise que le contenu est pour le moment en construction, comme M. Sauvé venait de le dire tout de suite. Alors, les dialogues et les réseaux de recherche sont des moyens et des systèmes essentiels pour la construction des savoirs et le développement de la science. Et c'est vraiment ainsi qu'il faudrait voir l'intérêt de cette formation qui est en préparation. Il s'agit de voir dans quelle mesure ces réseaux peuvent permettre une visibilité internationale des projets de recherche, de leurs résultats et de leur exploitation, une plus grande mobilisation et une mutualisation des ressources, c'est-à-dire à travers les échanges et la mobilité entre les équipes de chercheurs.
Donc, les chercheurs et les praticiens ont besoin de ces réseaux parce que dans l'essence même de leur travail, ils doivent partager et valider avec leurs pairs les projets, les résultats de leur recherche. C'est ça le principe même de la construction de la connaissance scientifique. Ils doivent interagir plus largement avec le public et les institutions sur leur production et surtout la mise à disposition de ce qu'ils ont produit au niveau des institutions partenaires que sont les ministères, les associations et autres institutions. Et c'est à ce niveau que le dialogue devient très essentiel parce qu'il ne s'agit pas simplement de produire, mais souvent, les relations entre les ministères et les institutions avec les communautés de chercheurs, parfois ça marche très bien, mais très souvent aussi, il s'agit parfois d'un dialogue de sous très faible communication entre les différents partenaires qui devraient être. Et cela aussi permet de mobiliser quand même des ressources pour les recherches parce qu'une fois que la plus-value a été vue, cela permet, dans une certaine mesure, de mobiliser des ressources pour justement continuer cette activité de recherche. Donc, le dialogue est essentiel dans ce genre de situation et les réseaux de recherche permettent de valider les savoirs qui sont produits, les projets de recherche et bien sûr leur vulgarisation. Alors, le contenu de cette formation va porter davantage sur les postures et le savoir-être et plutôt que sur les compétences techniques en tant que telles, parce que de toutes les façons, on va mettre en place des dispositifs qui permettent aux uns et aux autres de s'auto-évaluer d'abord et de voir jusqu'à quel point ils sont dans le cadre conceptuel même des réseaux et des dialogues tels qu'on l'entend, et aussi d'évaluer au fur et à mesure qu'on avance leur appropriation du contenu de la formation. Il y aura essentiellement des contenus portant sur la création des réseaux de recherche et les partenariats. Il y aura aussi des contenus portant sur la gestion des parcours et des réseaux. Il s'agit de savoir comment rendre opérationnel et de pérenniser un réseau parce qu'il y a des réseaux qui sont créés, qui existent, mais qui, d'un point de vue opérationnel, sont très limités. Et donc, il faudrait non pas seulement créer, mais il faut savoir aussi comment les gérer et les rendre opérationnels pour les objectifs qui leur ont été assignés dès le début. Il va y avoir aussi une partie qui concerne le dialogue entre les chercheurs et les institutions, tel comme je venais de le dire, et notamment avec les ministères, les institutions, les associations qui œuvrent dans le secteur de l'éducation. Donc, comme M. Sauvé venait de le dire tout de suite, il y a tout un ensemble de modalités techniques qui sont prévues. Et le format asynchrone sera le privilégié au regard des résultats de l'enquête qui a été menée. Et il y aura donc des productions d'outils, de la documentation, des vidéos qui vont être mises à disposition avec de temps en temps un format synchrone qui permettra aux uns et aux autres d'entrer en contact et d'échanger, non pas seulement avec le formateur, mais aussi d'échanger entre les personnes qui se sont inscrites pour cette formation. Le calendrier de la formation respecte ce que M. Sauvé vient de le dire, c'est-à-dire que ce sera probablement entre novembre et décembre que cette formation sera déroulée. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, effectivement, petit à petit, on est en train actuellement de rédiger des éléments détaillés de chacune de ces formations, de manière aussi à pouvoir vous permettre de faire un choix éclairé sur votre inscription à chacun de ces modules de formation. Alors, peut-être juste avant de se lancer dans la discussion générale, peut-être, ah oui, donc les inscriptions seront ouvertes prochainement sur le site du programme Apprendre. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site du programme Apprendre. Et puis, bien entendu, via le formulaire de contact que vous avez complété présentement pour participer à ce séminaire de positionnement, on vous tiendra informé et on vous mettra à disposition tous les éléments nécessaires. Alors maintenant, place aux questions, aux discussions. Donc, n'hésitez surtout pas dans le chat à indiquer vos questions, vos remarques. Alors nous avons peut-être une question qui est revenue par 2 personnes, à savoir qui peut prendre part à la formation. Alors, a priori, elle est plutôt destinée à des personnes qui seraient actuellement engagées dans un doctorat ou titulaires d'un doctorat. Et
voilà, c'est plutôt une recommandation qu'on pourra avoir, puisque s'il y a des étudiants également en master qui voudraient y participer, ils peuvent aussi s'y inscrire. Mais bien Merci beaucoup. entendu, chaque formation sera accompagnée d'un certain nombre de prérequis aussi pour vous aider et faire en sorte que cette formation soit quand même d'un niveau adapté par rapport à vos compétences actuelles et qu'il puisse y avoir justement une plus-value dans votre expérience de formation. Merci beaucoup. Alors peut-être maintenant une question à destination des personnes dans les comités d'apprendre. Est-ce que le programme Apprendre sera reconduit après juin 2024? Que deviendra le programme après la fin de son mandat? Oui, bon, le programme Apprendre est, disons, configuré pour durer 6 ans. Il se termine en 2024, mais nous sommes déjà en train de réfléchir sur un nouveau déploiement. C'est envisagé. Maintenant, la discussion est ouverte avec les partenaires qui ont soutenu le programme, mais au niveau, en tout cas, de l'AUF, l'option est ouverte vers, disons, une continuation du travail avec bien sûr des innovations et une plus large ouverture. Peut-être les membres de l'équipe, la coordination pourraient peut-être donner de plus amples informations, mais il est envisagé effectivement. Maintenant, ça dépendra des discussions qu'on aura avec les partenaires qui soutiennent le programme. Nous avons notamment une question aussi de Mouna qui concerne le programme Apprendre. Est-ce que la question de la variation linguistique dans le système éducatif peut intéresser l'équipe ou est-ce que vous vous intéressez seulement aux manquements, lacunes et remédiations? Oui, je pourrais peut-être dire un mot. Le programme Apprendre est un programme de l'Agence universitaire La Francophonie, qui est donc un programme francophone. Et comme vous le savez, la francophonie est bien sûr centrée sur la langue française, mais elle est très fortement concernés par le plurilinguisme, puisque les pays constitutifs ont pratiquement tous des expériences de situation plurilingue. Et c'est un immense enrichissement que la francophonie tire à une ouverture vers les autres langues. Les systèmes éducatifs en particulier doivent nécessairement tenir compte des situations plurilingues parce que en tenant compte de ces éléments, ces systèmes éducatifs s'enrichissent, deviennent beaucoup plus performants. On est très concerné par cette question et les groupes de travail thématiques, les projets, les appels à projets de recherche dont j'ai parlé dans ma présentation sont très concernés par le plurilinguisme qui fait l'objet d'études et dans différents systèmes éducatifs et dans différents pays. Certains projets de recherche sont même achevés et ont abouti à des résultats extrêmement intéressants qui sont effectivement partagés. Donc, le plurilinguisme est au cœur de nos préoccupations, effectivement. Merci beaucoup, professeur. Maintenant, peut-être une question de Aaron. Dans le chat, quelles sont les mesures prises afin que les formés implémentent les savoirs reçus lors des formations? Alors, merci pour cette question. Alors, pour nous, d'une manière générale, c'est une préoccupation essentielle que cette formation, que ces formations puissent se traduire par une acquisition concrète d'éléments de connaissances et peut-être même aussi de certains savoir-faire. Donc, à ce titre, on a prévu aussi de mettre en place un suivi des personnes formées afin qu'ils puissent aussi nous restituer leur expérience, leurs difficultés aussi peut-être dans la mise en place de certains éléments vus dans la formation. Ces retours d'expérience sont très précieux parce qu'ils permettent justement d'enrichir les formations et d'être dans une logique améliorative. Et donc, sans le retour de la part des personnes qui sont formées, on pourrait avoir du mal à faire évoluer, à identifier des pistes d'amélioration concrètes
pour que si jamais on proposait à nouveau ces formations, qu'elles puissent justement correspondre au mieux aux besoins des personnes qui sont visées par cette formation. Merci beaucoup. Une autre question dans le chat de Alay, quelle serait la valeur ajoutée de ces formations pour les doctorants? Alors, dans ces formations, elles pourraient constituer un apport pour les doctorants si ces besoins en formation ne sont pas pourvus dans l'école doctorale dans laquelle ces doctorants sont inscrits. Ces formations, elles ont aussi été conçues, elles ont été choisies aussi parce que elles correspondent elles peuvent correspondre à des besoins stratégiques de ces doctorants. Donc on imagine qu'elles pourraient avoir certains bénéfices dans leur parcours doctoral et peut-être même aussi dans leur transition post-doctorale. Alors, je vois beaucoup de questions sur la certification. Alors, pour nous, on va plutôt proposer des attestations de participation, mais on ne va pas véritablement parler de certification des compétences ou de certification de la formation. Donc, c'est une nuance assez importante, peut-être dans certains pays, de distinguer juste cette idée de formation accompagnée d'une attestation et de formation faisant l'objet d'une certification. Et donc, on considère aussi que pour un certain nombre de ces formations, on resterait plutôt de l'ordre de la sensibilisation. Par exemple, l'entrepreneuriat scientifique. Il existe actuellement des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat scientifique qui ont la caractéristique donc de s'étaler sur plusieurs heures, dizaines d'heures de formation et sur des périodes assez longues parce que ça peut nécessiter de faire maturer son projet, ça peut nécessiter d'engager un certain nombre de démarches, d'avoir des feedbacks, d'avoir un suivi pas à pas dans la préparation de son projet entrepreneurial. Donc pour certains contenus de formation, voilà, cette idée de sensibilisation peut-être pourrait appeler à des besoins plus approfondis qui pourraient faire l'objet d'accompagnements complémentaires. Par exemple, tout à l'heure, il était évoqué la question des bases de données. On a volontairement choisi de se restreindre à l'exploration de ces bases de données, de se dire comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on ouvre pour la première fois une base de données avec des données qui parfois peuvent être très complexes. Par contre, bien entendu, tout ce qui va concerner l'analyse des données à proprement parler, c'est quelque chose qui pourrait prendre beaucoup plus de temps, nécessiter un engagement sur le long terme, et ça, on ne peut pas faire la promesse que ce sera traité dans la formation parce que de fait, c'est beaucoup plus long et ça nécessiterait donc d'avoir des modules complémentaires par la suite. Alors peut-être une dernière question. Est-ce que le programme a un volet qui permet de faciliter les publications scientifiques des jeunes chercheurs? Oui, et je peux répondre à cette question en précisant d'abord que le programme ne s'adresse pas à des chercheurs individuels et isolés. Le programme s'adresse aux responsables des systèmes éducatifs dans le pays. Et quand un projet est accepté, c'est un projet dirigé par un professeur titulaire des universités avec une équipe mixte, une équipe comprenant des chercheurs confirmés, de jeunes chercheurs, des praticiens de la classe, des administratifs chargés du pilotage du système éducatif. Et dans ce cadre, une fois qu'on obtient des résultats, le programme Apprendre appuie, aide à la publication des résultats, soit par la coopération avec des revues dédiées ou sous d'autres formes. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à la question qui est souvent revenue de l'accompagnement des chercheurs. Donc, l'appui porte sur l'équipe de recherche pays. Et donc, c'est si le jeune chercheur est intégré dans une équipe de recherche, il bénéficie effectivement de cet appui. Et cet appui peut aller jusqu'à la publication des résultats de la recherche. Merci beaucoup, professeur, pour cette réponse. Très bien, donc on arrive au terme de ce séminaire de positionnement et donc pour terminer dans les délais, on profite une nouvelle fois pour vous remercier vivement de votre participation.
à ce séminaire de positionnement.